Et bonsoir, bonsoir le chat. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle journée. Ce soir, donc on est sur Discord, sur le Discord des crafters. Si vous voulez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus pour échanger directement avec nos speakers du soir. Ce soir, on réitère notre soirée lecture, donc avec une présentation un peu informelle de différents livres par nos speakers du soir. Alors, vous allez voir, autant sur le début, on a à peu près choisi un premier ordre de passage, puisque c'est Mathieu, Alex, et après, il y a 10 secondes, en fait, on savait pas trop si Thomas nous présentait quelque chose ou pas. Est-ce que ça te va, Thomas, du coup, si on dit que t'es flex et qu'en fonction de l'heure, tu présentes pas? Ah, on a perdu Thomas. Bon, bah, il présente pas. Bon bah, bon bah voilà. Bon du coup on verra quand il repasse et du coup without further ado, Mathieu, je te laisse te présenter rapidement et présenter le bouquin dont tu as envie de nous parler ce soir. Ouais, j'ai une petite dizaine de minutes, c'est ça? T'as à peu près comme tu veux et si tu vois que je commence à Tout dire à des fait, trucs. ça me convient. J'ai un chrono, j'ai un chrono. Ok, donc moi je m'appelle Mathieu Saubois-Benelus, je suis développeur depuis Vous m'entendez? 3 années. Et ce soir j'ai décidé de vous présenter ce bouquin qui s'appelle, bon vous le voyez à l'envers, hein, mais The Manager's Path de Camille Fournier. Donc je sais que j'ai un public principalement de développeurs, donc ne partez pas en courant parce qu'il y a marqué manager en gros sous la couverture. Le titre est assez trompeur dans le sens où c'est un bouquin qui est à destination de gens qui veulent être plus tech lead, ou lead dev, et c'est plus du manageriat avec un prisme technique. Donc pour commencer, à qui je conseillerais ce bouquin? Donc, si vous êtes développeur et que vous avez envie de vous orienter vers des positions de tech lead, de manager pur, non technique, ou même de monter pour devenir CTO, c'est le livre parfait puisque c'est un petit peu le parcours de l'autrice, Camille Fournier, que je détaillerai un petit peu tout à l'heure. Si vous êtes juste, vous êtes développeur, vous avez envie de continuer sur de la technique pure, ça peut être quand même très intéressant de lire le bouquin parce que ça va vous permettre de savoir ce que vous pouvez attendre d'un manager et ce qu'il est censé faire pour être un manager compétent. Donc, il y a un petit peu le revers de la médaille, dans le sens où vous allez vous retrouver dans une situation où vous n'allez pas forcément managé comme vous le souhaiteriez. Et ça peut vous aider à trouver des éléments pour guider vos éventuels tech lead, lead dev et autres titres qui vont vous encadrer dans vos missions. Donc ça, c'est un petit peu pourquoi lire le bouquin. Pour parler un petit peu de l'autrice, donc c'est une dame française qui a fait sa carrière aux États-Unis. Donc tout le livre est sous un prisme américain. Donc ça, faut le prendre en compte quand on lit le bouquin. Et elle a commencé en tant que développeuse dans la finance. Donc elle a travaillé sur des gros systèmes distribués. Et elle a eu un parcours assez diversifié dans des entreprises de différentes tailles. Et elle a terminé CTO dans une start-up où elle avait un petit peu plus de souplesse. Elle a pu mettre en place plus de choses que dans les grosses entreprises. Donc l'idée, le cadre du bouquin, c'est un petit peu de partir d'un point de vue de développeur et monter jusqu'à CTO, mais ça ne veut pas dire que c'est la progression normale attendue et qu'elle décrit dans le livre. C'est pas forcément parce qu'on est développeur que si on monte techniquement, on va devenir CTO. C'est pas le propos du livre. Donc ça, c'est quelque chose qui me faisait peur et effectivement, elle n'est pas tombée là-dedans. Donc c'était assez agréable de lire ça. Globalement, sur le bouquin, qu'est-ce qu'il raconte? Dans l'ordre, on commence par quelque chose qui peut intéresser quelqu'un qui n'est pas manager. Donc, comment est-ce qu'on est managé? Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un manager? Ensuite, ça parle un petit peu plus de mentoring, de ce que c'est qu'être un tech lead, sans être forcément un tech lead, sans être forcément un CTO, pardon. Et dans le troisième chapitre, elle va plus parler par phase de manager des gens individuellement, des équipes multiples, et manager des managers quand on arrive sur des phases de management technique un petit peu plus haut. Pour terminer, il y a 2 derniers chapitres. Au total, il y a une dizaine de chapitres dans le bouquin, où elle parle donc de senior leadership, de big leagues, comme elle dit. Donc, c'est plus du leadership très, très haut. On parle de VP of Engineering, donc c'est tout des termes anglais. Hein. Le livre est disponible dans plusieurs langues, mais je ne crois pas qu'ils soient encore dispo en français. Et elle parle aussi un petit peu, pour terminer, de culture au sein de votre entreprise. Donc, on va voir ça sous le prisme d'une start-up. Donc, comment changer, mettre en place ou changer la culture d'une entreprise en tant que tech lead ou CTO.
ou même la culture au sein d'une équipe. C'est une notion qui revient pas mal dans le bouquin. Ça fait partie des points positifs que je vais vous exposer, qui sont qu'elle parle beaucoup de culture fit et d'essayer d'avoir des équipes qui ont une culture et de trouver des gens qui ont la culture de votre équipe. Sur donc, les autres points positifs, donc l'autrice, elle est assez expérimentée, elle a un parcours diversifié, comme je l'ai expliqué, donc c'est pas mal. Il y a pas mal d'exemples concrets. On n'est pas juste dans des... Moi, j'avais peur de tomber dans un livre de manageriat avec pas mal de platitudes de manageriat théorique qui peuvent être parfois considérées comme du bon sens, même si le bon sens, c'est assez relatif. Et j'avais peur justement de me retrouver à pas avoir des cas concrets et des exemples de choses que moi je vis au quotidien. Donc c'est pas du tout le cas, au contraire. Grâce à son expérience, il y a beaucoup de cas concrets. Elle couvre de nombreux sujets, donc du développeur ou tech lead débutant à avancé, comme j'ai dit, donc sur du management un petit peu plus senior. Et tout au long du bouquin, vous allez trouver des différents cas d'études, entre guillemets cas d'études, hein, ou du bon manager, mauvais manager. Donc bon, au-delà de la blague du bon et du mauvais chasseur, c'est des cas concrets de comment se comporter en tant que bon manager et quels petits écueils éviter. Donc, elle parle par exemple, il y a un petit cas où elle parle de micromanagement, donc qui sont des choses assez connues maintenant, mais qui ne font pas couler tous pour tout le monde. Donc, c'est un rappel qui peut faire du bien. Il y a aussi des challenging situations où elle explique, c'est pas forcément elle va parfois poser des questions à des gens aussi expérimentés qu'elle sur différents sujets, où elle explique des situations qu'elle a pu traverser ou qu'on pourra traverser nous en tant que développeur ou le tech lead. Et il y a une rubrique aussi Ask the CTO où vraiment c'est une prise de conseil auprès de quelqu'un d'expérimenté comme elle ou quelqu'un d'autre qui donne une situation et qui donne la solution à ce problème ou à cette situation. Donc j'ai parlé un petit peu de la culture. Il y a une notion qui revient souvent, c'est la notion de feedback continu. Donc bon, d'un point de vue managérial, effectivement, c'est important de faire ça. Sur les points assez négatifs du bouquin, moi je l'ai trouvé très, très compliqué à lire, c'est très dense. Donc l'anglais est de très bonne qualité. Hein, la personne parle anglais, je pense qu'elle est bilingue. Hein. Il n'y a pas de souci là-dessus, mais il y a beaucoup de densité. J'ai enchaîné avec l'Inagile, qui est beaucoup plus écarté, on va dire, beaucoup plus espacé, presque écrit en gros à côté, j'ai trouvé. Et donc, j'ai eu du mal à aller au bout du bouquin. Et je dirais que j'ai pas gardé autant de choses que j'aurais voulu. Même si elle aborde toujours les choses sous un prisme technique, donc elle va prendre des cas concrets d'un point de vue de développeur, il y a des fois où effectivement c'est du management un petit peu plus pur. Typiquement, le chapitre où elle parle de senior leadership, j'avoue que je n'y suis pas du tout retrouvé parce que avec mon expérience, ça me parlait pas beaucoup. Donc je pense que j'en ai gardé rien du tout de cette partie-là. Et enfin, un petit défaut, hein, mais c'est pas non plus très grave, c'est le prisme américain. C'est-à-dire que, effectivement, le management aux États-Unis n'est pas le même, je pense, qu'en France. Donc, j'y ai pas vécu, j'y ai pas travaillé, mais je pense que si quelqu'un a des remarques à faire, je serais intéressé d'avoir son retour. Moi, par exemple, dans tout le bouquin, elle parle pas de chef de projet non technique. Moi, j'en ai rencontré beaucoup dans mes missions jusqu'ici, de chefs de projet qui me disaient ce que j'avais à faire alors qu'ils n'étaient pas forcément techniques, et c'est assez fréquent, je trouve, dans ce que j'entends. Alors que là-bas, tout ce qu'elle décrit dans ces exemples, c'est des gens qui sont des tech leads, qui ont au moins un background technique, qui ont fait du développement à un moment. Voilà. Bon, moi, je vois ça de mon point de vue, peut-être que je me trompe là-dessus. J'ai fait le tour de pas mal de notions. Un petit conseil de lecture pour terminer, puis après je vous donnerai peut-être quelques exemples de choses qui moi m'ont plu dans le bouquin et de cas concrets que j'ai décrits plus tôt. C'est, comme j'ai dit, moi j'en ai pas gardé beaucoup de choses à certains moments, donc ce que je fais, moi, c'est que je me mets des marque-pages pour y revenir plus tard sur des éléments que j'ai bien aimés. Par exemple, il y a quelque chose que j'ai bien aimé, c'est elle prend un cas un challenging situation sur quand vous vous retrouvez face à ce qu'elle appelle, alors je traduis littéralement, un tsar du process. C'est un de vos tech leads qui va être vraiment vachement à cheval sur le process, sur des choses pas toujours pertinentes. Alors, certaines oui, d'autres non. Et elle explique comment prendre ça, comment discuter avec cette personne et comment éviter d'être cette personne d'abord, soi-même, et ensuite comment prendre ce type de manager et discuter avec eux. Quelque chose que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est qu'elle répète souvent le fait de faire des meetings en one-on-one avec les personnes qu'on manage. Chose que je l'ai un petit peu vu dans ma boîte actuelle, mais pas forcément avant, et j'en entends pas parler tout le temps. C'est des choses qui sont parfois assez rares. Et c'est peut-être le côté un petit peu américain de la chose, encore une fois, je ne sais rien. Et elle donne des cas précis de comment est-ce qu'on fait ce genre de meeting, c'est quoi le format, les fréquences, les objectifs qu'on fixe, et quelle est l'utilité de tous ces types de meetings. Donc là, voilà, c'est pas juste, il faut faire des one-on-one. C'est vraiment, elle rentre dans le détail et elle en parle tout le long du bouquin.
dans différentes situations. Et un dernier truc, moi, qui m'a bien plu, elle parle un petit peu de la notion de produire des post-mortem. Ça, c'est plus pour la partie culture d'une entreprise. Produire des post-mortem, comme font GitLab, par exemple. Des choses que moi, j'ai pas encore eu l'occasion de voir. On est beaucoup dans cette culture de on a fait une bêtise, il faut la cacher, il faut la mettre sous le tapis. Et donc, elle explique comment apporter cette culture à une entreprise quand elle ne l'a pas, ou à une équipe qui aurait tendance à trop justement cacher et mettre sous le tapis. Donc ça, c'est un exemple intéressant. Donc j'en ai pas mal dit, je pense que j'avais fait à peu près le tour du bouquin. Est-ce qu'il y a des questions? Je n'ai pas trop regardé le chat. Alors sur le chat, pour l'instant, il n'y en a pas. On a un chat qui est très très calme, trop calme. Par contre, moi j'ai une question. Je l'ai commencé et je me suis arrêté assez vite parce que j'avais l'impression qu'elle considérait que le seul chemin de carrière envisageable pour un développeur, c'était de devenir manager. En tout cas, c'est le ressenti que j'avais et ça m'a gêné et j'ai coupé en fait. Du coup, tu me l'avais dit en fait, c'est pour ça que tu m'en as parlé, c'est pour ça que j'ai lu le bouquin. J'aime bien l'esprit de contradiction, tout ça. Et au contraire, je me suis dit, justement pour éviter ça, je vais l'aborder dans la démarche inverse, justement. Et elle le dit un petit peu au début, je pense peut-être qu'elle n'insiste pas assez de ton point de vue, justement, et c'est ce que j'ai dit, que c'est pas forcément la carrière évidente. C'est juste que c'est son expérience à elle, en fait, et qu'elle la partage. Donc moi, je l'ai pris comme ça. Après, effectivement, si tu lis le bouquin de bout en bout, bah oui, c'est la progression du bouquin, c'est ça. On commence développeur, on finit CTO. C'est ce que j'expliquais déjà. Je pense qu'il faut. Pardon, ouais, moi j'ai lu le bouquin et je pense qu'il faut le replacer aussi dans le contexte dans lequel elle l'a écrit. C'est-à-dire que elle l'a écrit lorsqu'elle a fait un NaNoWriMo. Je ne sais pas si vous connaissez ce truc, mais c'est un mois pour écrire un bouquin. Donc en fait, ce qu'elle a fait, c'est que 90% du bouquin, elle l'a écrit en un mois. Et ensuite, elle a fignolé les détails pour pouvoir le publier après. Et du coup, je pense que l'impression que ça donne d'être extrêmement rushé et extrêmement dense vient je pense, de la manière dont le bouquin a été créé, c'est-à-dire qu'elle n'a pas eu le temps, elle a suivi juste son fil de pensée, elle n'a pas pris le temps pour expliquer, parce que je sais qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de cette notion de manager pass et de individual contributor. Et c'est vrai elle s'est uniquement focalisée sur le manager pass, quoi. Voilà. Ok. Ça expliquerait un petit peu ce que tu disais, quoi, là. Il y a Gauthier qui nous demandait est-ce que tu reviens de temps en temps ou bien c'est juste un moyen de prendre du recul par rapport à ton expérience? Alors, moi, je sais que je l'ai lu parce que ça se passait pas très bien en termes de management sur la mission dans laquelle j'étais. Enfin, c'était pas grave, mais je voulais trouver des pistes. Pour l'instant, j'ai pas eu l'occasion d'y revenir parce que ça se passe mieux. Et comme j'ai dit, j'ai pris des marque-pages sur des situations que j'ai déjà rencontrées et sur des situations qui peuvent être récurrentes. Donc l'idée, c'est d'y revenir, mais pour l'instant, j'ai pas eu l'occasion parce que ça se passe mieux et j'ai pas eu de problème. Mais comme je conseillais, mettez-vous des marque-pages, comme ça au moins, s'il y a des cas particuliers qui peuvent être... comme j'ai dit, il y a des cas concrets. Donc c'est un livre où c'est fait pour y revenir, je pense. Il y a vraiment des endroits où on peut les lire indépendamment. C'est plutôt intéressant. Ok. Elviro nous demande de quand date le bouquin? Alors, c'est une excellente question. 2017, le copyright. Donc j'imagine que oui, 2017, première édition. C'est assez récent quand même. Ça. Ouais, on est sur quelque chose d'actuel. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions là sur Discord? Sur le chat, ils ont l'air sales. C'est pas le Slack. Ah. Ok, est-ce que vous avez d'autres choses sur Discord? Non? Eh ben écoutez... Est-ce que tu peux le feuilleter un peu, montrer un peu comment il est structuré? Oui, alors... Bon, bah ça... Vous avez le sommaire, donc comme je vous ai dit, il y a une dizaine de chapitres. Ma caméra est fantastique. Une dizaine de chapitres, conclusion et intro comprise. Je vais essayer de vous retrouver, tenez, je vais prendre un marque-page. Par exemple, tiens, tenez un cas concret de... Alors, pareil, c'est à l'envers. Donc, en gros, vous avez les chapitres, et à la fin des chapitres, vous avez les challenging situations, par exemple. Là, c'est firing underperformers. Désolé pour l'accent.
Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre sur le... Je l'ai trouvé assez constante de structure, c'est-à-dire que ça commence, donc elle donne des cas, elle présente la partie, et à la fin de la partie, tiens, je vais vous montrer un chapitre là, la fin d'un chapitre, où c'est Assessing Your Own Experience, c'est tout ce qu'on a vu dans la partie. Elle donne une liste, une dot list, où en gros, chaque point, c'est vous dans votre mission actuelle, vous en tant que tech lead, prendre les points un par un et voir comment ça s'est passé pour vous. Donc ça, c'est la fin d'un chapitre. Je l'ai lu il y a 2 mois, je vous avoue. Donc, Ok. Attends, moi je vais te trouver une... Mais ouais, globalement, si on doit conclure en 2 mots, c'est quand même une lecture que tu conseilles et qui peut servir. Et même s'il est dense, il se lit assez vite s'il n'est pas très gros. Faut s'y mettre, hein, je dirais que... Comme moi j'ai dit, j'ai eu du mal à aller au bout. C'est-à-dire que je posais le bouquin et je mettais une semaine à vraiment le reprendre pour le lire, parce que c'est dur. Je faisais des sessions de 10 pages à chaque fois que je le lisais. Bien, voilà. Je vais finir là sur la question de Florent. Donc du coup, par exemple, tu commences avec la première partie, elle fait plus un aspect un petit peu théorique de qu'est-ce qu'on attend d'un manager dans la théorie. Mais je ne montre pas, super. Qu'est-ce qu'on montre d'un manager? Donc là, tu as la première partie. Ensuite, elle va partir sur... donc là, tu as 2-3 pages de théorie. Et sur la fin, tu as le Ask the CTO, là, par exemple. Donc ça peut être un challenging situation, un Ask the CTO. Donc, vous voyez la densité des trucs, hein, quand même. C'est pas excessif, c'est pas un livre d'Émile Zola, mais c'est quand même assez violent, parfois. Et ensuite, bon... Et elle fait une conclusion avec ce que j'ai dit là, les différents points. Voilà, c'était juste pour finir de répondre à ta question. Ok. Et ouais, moi, comme j'ai dit, je faisais des séances de 10 à 20 pages à chaque fois. Et il y a juste un jour, un dimanche, j'ai dit, écoute, je me pose et je le termine. Il me restait 70 pages à faire. Mais non, c'est long. Et puis après, j'ai l'habitude de lire l'anglais et j'ai trouvé d'autres livres plus faciles. Après, c'est subjectif, hein, c'est-à-dire que peut-être que j'aimais pas forcément ce que je lisais sur la fin du bouquin aussi. Il y a des moments où ça demande de se remettre en question aussi. Hein, moi, il y a des choses que j'ai pas forcément apprécié de lire dans le bouquin, mais qui sont des choses qui m'ont appris. J'ai appris pas mal de trucs. Donc au contraire, je pense que c'est une lecture que je conseille. Si vous n'avez pas du tout la fibre managériale, moi je sais que je l'ai pas, et ça m'a vraiment appris plein de choses sur qu'est-ce que je dois attendre d'un manager. Ça m'a fait parfois baisser mes exigences sur certains sujets et monter sur d'autres. Hein. Il y a un petit peu de tout dans le livre. Pour ça, c'est bien. Mais comme j'ai dit, revers de la médaille, que vous allez vous retrouver dans des situations où vous n'allez pas comprendre ou vous n'allez pas apprécier d'être managé d'une façon qui n'est pas forcément, que vous ne trouverez pas pertinente. Après, il faut prendre du recul, hein, c'est toujours pareil. Et le livre permet de faire ça. Alors, moi je partage ton avis. Moi, j'avoue que j'ai arrêté à une partie qui s'appelait Manager. Ouais, j'ai failli. Dans l'échelle des postes, évidemment, il y a Dev, elle explique le mentoring, le coaching, le lead tech, l'engineering manager, et enfin le manager. Moi, à ce moment-là, les problématiques manager, je comprenais plus rien, quoi. Donc j'avoue que moi, j'ai lâché à ce moment-là, peut-être à tort, mais ouais. Alors, et aussi, je veux rajouter que je parle souvent d'un autre bouquin. J'ai lu un autre bouquin qui est sur le même sujet, qui est aussi par une américaine. Bah, tu vas répondre à la question d'Elviro qui demandait s'il y avait d'autres titres du même genre. Ouais. Et juste comme ça, tu souffles un peu dans ton micro, Thomas. Il est peut-être un poil en face. Ouais, ok, je regarde juste après. C'est Lara Hogan, Resilient Management, qui est très court pour le coup, et qui, moi, enfin, je l'ai trouvé beaucoup plus digeste. Je regarde pour mon micro. Merci. Eh ben écoutez, si on est tout bon pour Mathieu, allez. Oh, c'est bon pour moi. Ah, est-ce qu'il y a d'autres types qui peuvent, à tout le monde, je pense qu'il manque un mot, Nastasia, pas juste à des managers, qui peuvent servir à tout le monde?
Attends, j'ai pas entendu. Est-ce qu'il y a d'autres tips qui peuvent servir à tout le monde, pas juste à des managers? Bah, justement, toute la première partie, manage, en fait. Donc, comme j'ai dit, c'est utile. Moi, je suis passé de dev récemment, mais même on a quand même un rapport à d'autres managers. Donc, toute la première partie est utile pour tout le monde, tous les développeurs, en fait. Pour la suite, effectivement, on peut choisir. Le petit défaut du livre, c'est pour rebondir avec ce que disait Thomas, c'est bien Thomas, je ne me suis pas trompé de prénom. C'est que il y a des endroits, moi, dans la toute dernière partie sur les big leagues, il y avait des conseils que je pouvais appliquer au quotidien. Alors que c'est sur le senior management, quoi. Donc c'est peut-être le défaut, je conseille de le lire en entier, de se faire un petit peu violence. Mais non, pour moi, c'est pas que à destination d'un tech lead, hein. Vraiment, il y a des conseils pour tout le monde. C'est parfois du bon sens, mais bon, le bon sens, c'est pas le même pour tout le monde. Et c'est souvent dans des rapports à ses collègues, donc en tant que développeur, c'est utile. Je sais qu'il y avait un autre bouquin qui voulait être présenté sur ce sujet, de toute façon, sur les soft skills. Mais... Gauthier nous disait tout à l'heure que le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. Je suis pas sûr si c'est du troll, mais... oui, c'est Gauthier, c'est du troll. D'accord. Écoutez, si on est bon sur ça, Alex, je vais te laisser prendre la parole, te présenter rapidement et puis présenter le bouquin dont tu vas nous parler. Donc bonjour à tous, moi c'est Alexandre Gaïda, je suis ingénieur data. Donc ce soir je vais aussi vous présenter un livre qui est aussi difficile à lire en termes de structure, en termes de condensé d'informations. Et donc ce livre c'est Designing Data Intensive Applications, donc de Martin Kleppmann. C'est un livre qui parle des principes derrière les systèmes distribués. Donc ça peut être large comme thème. Mais en fait, c'est un livre qui a pour ambition de vous faire comprendre un peu, d'abord avec une vision historique, comment est-ce qu'on en arrive aujourd'hui. Donc, comment est-ce qu'on en est arrivé avec des systèmes à plusieurs bases de données. Comment est-ce qu'on en est arrivé à parler de théorème CAP, à parler de transactions acides, etc. Et quels sont les avantages et compromis. Et donc, c'est un livre qui vise à, au fur et à mesure, en construisant chapitre après chapitre, donc chaque chapitre reprend les précédents et il construit par-dessus à chaque fois, à vous amener à une compréhension, quand on parle aujourd'hui par exemple de Kafka, de Hadoop, de synchronisation éventuelle, de synchronisation consistante, etc. Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière? Pourquoi est-ce qu'une technologie ou un système de base de données va choisir d'implémenter une approche plutôt qu'une autre? Et donc, c'est pour moi une lecture très intéressante. Et d'ailleurs, c'est un livre qui est souvent cité si on souhaite un peu se mettre à jour concernant ces sujets. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'être forcément ingénieur data spécifiquement pour être confronté à ces problématiques. Quand on est développeur, quand on construit des architectures cloud, on rencontre ces problématiques au quotidien, on connaît ces termes techniques. Mais ce qui peut être plus compliqué des fois, c'est comparer par exemple quelle est la réelle différence derrière, par exemple, une implémentation de système d'une base de données avec un seul maître, la différence avec une base de données multimètre, quelles sont les implications sur la cohérence des données, dans quel cas utiliser l'une ou l'autre, et ça peut construire aussi jusqu'à quel type de sérialisation utiliser pour mes données, par exemple, dans une pipeline de traitement de données, etc. Donc toutes ces questions qu'on peut se poser au quotidien, et que parfois on n'a pas vraiment, disons, les principes, justement, la base technique derrière pour comprendre, où on va lire un peu des documentations, mais souvent, il faut le savoir, beaucoup de fournisseurs de systèmes, ou du moins beaucoup de créateurs de logiciels vont avoir tendance à rajouter un peu de marketing derrière ce qu'ils font. Donc voilà, on parle souvent de transactions acides, de théorème CAP, donc l'auteur en parle, et c'est ce que j'aime bien, c'est qu'il est assez critique sur ça aussi. Il remet un peu les points sur les i, c'est que beaucoup de gens, voilà, moi je prends cet exemple-là, le théorème CAP, parce que c'est je pense, ce qu'il y a de plus concret en termes de base de données quand on parle de système distribué. Est-ce que tu peux nous rappeler très rapidement ce que c'est le théorème du CAP? Donc, consistency, donc pour dire que si j'ai une base de données qui est séparée en plusieurs serveurs, il faut que dès qu'une modification est importée sur l'un, les autres serveurs reflètent le même état. On ne doit pas pouvoir lire une donnée intérieure ou une donnée différente sur un des autres serveurs de la base de données. Donc le A, c'est availability. Donc si je fais une requête et j'attends une réponse,
Et le P, c'est Partition Tolerance. Donc attention à ça, ça ne veut pas dire j'autorise à ce que mon système soit distribué. Ça veut dire que potentiellement, il peut y avoir une coupure réseau, donc un nœud qui est isolé du reste, mais le système continue à accepter des requêtes. Voilà, donc ça, c'est souvent, on va dire, c'est souvent un prisme qu'on utilise pour filtrer à travers les systèmes. Mais lui, il montre justement aussi à travers le livre qu'en vérité, beaucoup de bases de données n'en implémentent qu'une sur les trois. Voilà, parce qu'on dit au maximum, on ne peut en choisir que deux, et beaucoup de systèmes n'en implémentent qu'une. Donc certains systèmes vont simplement implémenter l'acceptation des requêtes, donc availability, mais pas forcément la cohérence et la gestion des partitions. Voilà, donc ça c'est un exemple parmi d'autres. Et le livre, globalement, il a 3-4 grands chapitres. Donc le premier chapitre, il parle de SQL, il parle de ses potentiels détracteurs, donc tout ce qu'on a appelé NoSQL. Donc pourquoi ça existait? Est-ce que ça va vraiment détrôner SQL? Donc ça, il en parle. Il parle de pourquoi la base s'est inventée SQL, quel est son rôle aujourd'hui, donc en tant que langage déclaratif, quelles sont les évolutions et le futur possible pour SQL et son écosystème. Dans la deuxième partie, on parle plus justement de format de sérialisation pour les données. Donc tout le monde connaît JSON, mais il parle aussi des formats comme Avro, comme Protobuf, etc. Pourquoi est-ce qu'ils existent? Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter, notamment quand vous faites des pipelines de traitement de données. Et à mes yeux, la plus intéressante, une des plus intéressantes pour moi, c'est la troisième et quatrième partie. Donc troisième, c'est base de données distribuée. Donc c'est là où on apprend vraiment les systèmes single master, multi-master, masterless et tous les compromis, avantages, inconvénients des différentes approches, avec justement toujours des exemples d'implémentation. Donc c'est pas que de la théorie, hein. Il va aussi derrière les systèmes actuels qui sont utilisés par des entreprises, des bases de données comme Cassandra. Il explique vraiment les principes derrière. Voilà, moi je parle vraiment des principes parce que ce que je trouve qui est vraiment intéressant dans ce livre, c'est que vous pouvez le relire dans 10 ans ou dans 15 ans et beaucoup des principes qui sont décrits dans le livre seront toujours d'actualité. Donc c'est pas un livre qui définit une technologie particulière à une version particulière, mais c'est un livre qui parle de principes. Et ça, je trouve, c'est très intéressant dans une période où on a souvent des outils qui sortent sans arrêt, des nouveaux outils, on peut des fois se perdre. Connaître une grille d'analyse que ce livre présente, ça permet justement de mieux se situer sur les choix d'adoption pour notre use case. Et enfin, le dernier chapitre, donc là c'est vraiment du pur système distribué pour les traitements. Il parle des principes derrière Hadoop, derrière les systèmes comme Kafka. Quelles sont les évolutions potentielles dans le futur de l'ingénierie des données, donc en termes d'infrastructure, d'outils. Et donc voilà à peu près pour les chapitres. Donc effectivement, c'est une lecture qui est assez dense. Le premier chapitre se lit assez facilement parce qu'il y a un peu un côté histoire, hein. On parle de SQL, on parle de l'évolution des infrastructures. Mais à partir du deuxième et troisième chapitre, on rentre dans les détails, hein, et à chaque page, on a beaucoup d'informations. Donc sur le fonctionnement des systèmes, sur le fonctionnement des formats de fichiers, de sérialisation, etc. Donc ça peut être dense. C'est pas une lecture que vous pouvez lire réellement comme un livre de chevet et puis le fermer le soir et avoir tout retenu. C'est un livre, en plus, sur certains passages techniques, il faudra repasser plusieurs fois, refléter, aller faire vos recherches de votre côté. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait des flashcards. J'ai un outil qui s'appelle Anki, qui permet de retenir des concepts sur ce qu'on appelle la répétition espacée, pour retenir. Donc ça, c'est un outil que je recommande d'ailleurs, c'est open source, hein, c'est gratuit. Et ça permet de retenir des passages de livres techniques. Et donc oui, voilà, donc ce que je pourrais en dire un peu en défaut, justement, c'est que parfois, sur certains chapitres, et c'était vraiment pour trouver des défauts, hein, parce que c'est un livre qui est vraiment très plébiscité et moi j'ai adoré, mais parfois il y a quelques petits passages techniques qui peuvent être un peu survolés, parce qu'on sent quand même que l'auteur a une certaine maîtrise et il prend parfois des raccourcis, voilà, parfois, parce qu'il considère qu'on connaît certains sujets, certains termes, certains fonctionnements. Mais ça, c'est vraiment quelques petits passages de livre, comme je l'ai dit, c'est vraiment un livre qui est didactique. Donc, pas besoin d'avoir 10 ans d'expérience dans les systèmes distribués. Au contraire, c'est un livre qui est très, très porté pour des gens qui n'ont pas des connaissances préalables ou des connaissances basiques, comme moi quand j'ai commencé le livre. Donc, qui vous amène plus à une compréhension intermédiaire. Et donc, si je ne peux pas vous partager, je ne peux pas vous le montrer car moi, il est en format e-book. Ce que je peux faire, c'est que je peux vous partager le lien du site. Alors, je l'ai envoyé tout à l'heure et à mon avis, tu vas être puni sur le chat.
Mais j'ai envoyé la version Aurélie. Ouais. Alors je l'ai en format papier, mais là je l'ai pas avec moi. Et sinon, j'avais écrit un article donc en me basant sur le chapitre 3. Donc c'est un article qui condense un peu l'information sur notamment les différents systèmes de bases de données, donc single master, multi-master et masterless. Et cet article il s'appelait Réplication des données, enjeux et approches. Donc j'ai mis aussi des graphiques dedans. Il est en français, je l'ai fait en français. Donc pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller le checker. Et Bon, ça bah, reprend notamment pas mal d'idées, de principes qui sont expliqués dans le chapitre 3 du livre. sans aucune honte, une fois de plus, je poste un lien du blog Ipon. Hein. T'as mis combien de temps à le lire Alors Bah, j'ai dû mettre 2 bons mois. Ok. En lisant régulièrement, c'est pas juste un livre qu'on laisse et qu'on. Ouais, voilà, non, non. Puis en plus, il y a certains chapitres où tu vas comprendre des choses, mais après tu vas en oublier un peu. Et donc, quand des fois tu auras un peu des cases, tu te diras, je comprends pas trop comment ça fonctionne. Tu relis le passage et tu te dis, ah tiens, il avait expliqué à ce moment-là. Mais tu l'avais tout simplement pas retenu parce qu'il y a tellement d'informations à chaque page, arrive un moment que, du Ok. moins, surtout quand tu démarres avec peu de connaissances dans le milieu. Après, c'est sûr que si tu connais la majorité des principes, que tu as travaillé vraiment en détail avec du Kafka, du Cassandra, tu connaîtras pas mal de ces notions, mais tu vas toujours apprendre des choses. Mais voilà, moi je conseille vraiment, même de le lire une fois ou une fois tous les 2 ans. Là, je sais qu'il est en train de travailler sur la seconde édition. C'est un livre qui permet vraiment de remettre les bases à chaque fois et de se rappeler tous les principes. Et c'est vraiment important. Ok, merci. Ok, Est-ce top. que vous m'entendez? Oui. Ah, ouais, j'ai une question. Est-ce que il parle? Je sais que c'est un peu, en tout cas moi c'est un truc qui m'intéresse, c'est Google qui a publié une base de données New SQL. Donc en gros l'idée c'est, alors je crois que Spanner? Google c'est Spanner, Ouais. chez je crois que Cockroach qui est c'est pareil. Des bases de données qui sont du coup fortement répliquées, mais qui Mhm. offrent des API SQL, quoi. Donc du coup, une certaine familiarité, en tout cas avec les langages. Alors, il parle des Et- systèmes de bases de données, ce qu'il appelle lui polyglotte, polyglot persistence. Donc, ça veut dire une base de données qui peut gérer différentes interprétations du modèle. Donc, oui, SQL, NoSQL, etc. Et il parle pas vraiment du coup de la manière dont il peut transmettre l'un à l'autre, mais il parle par contre concernant Spanner et les bases de données Google, de la manière dont ils ont réussi à implémenter la synchronisation des horloges, par exemple, ou la synchronisation des changements. Parce que voilà, ça aussi, c'est vraiment une problématique qu'il aborde. C'est quelles sont les problématiques aussi des systèmes distribués. Donc, incohérence des horloges qui se décalent avec le temps, problème de synchronisation à cause du réseau, perte de paquets, etc. Donc, comment on peut gérer ça? Et donc, il donne un exemple de Google, justement, qui utilise des protocoles spécifiques, donc le Precision Time Protocol. Donc, c'est fait pour synchroniser des serveurs de manière bien plus précise que traditionnellement, les horloges qu'ils utilisent dans Spanner et la technique probabilistique qu'ils utilisent. Ils utilisent des intervalles de confiance. En gros, si l'intervalle de confiance d'un serveur pour mon timestamp ne chevauche pas avec l'autre, ça veut dire qu'ils n'ont pas eu lieu en même temps, etc. Donc ça, c'est ce qui est implémenté sur Spanner. Voilà, donc moi, je ne crois pas qu'il parle spécifiquement justement des API, mais il parle un peu des différents modèles qui sont utilisés. Ouais. Ok, cool. Ok, alors sur le chat, pendant que tu parlais, on a pas mal trollé. Juste une info que j'ai mis sur le chat, mais que je redis ici parce qu'elle me fait rire. Tu as parlé de master et de slave, il va falloir qu'on change ça. Il faudra plus parler de master et de slave, il faudra plus parler de branch master et de discussions qui sont en cours. Parce que les heures les plus sombres de notre histoire, et donc il faudra parler de primary et de secondary très certainement, quand les décisions auront été prises. Alors, qu'est-ce que j'avais utilisé? Je crois même pas que j'avais utilisé Master et Slave dans mon article, j'ai utilisé autre chose. Ah bah, non, si, j'ai utilisé ça. Euh, Single leader, multi-leader, Ouais, ok. leaderless, voilà, si ça fait plaisir. Ouais, voilà, c'était pour la blague. Après, donc ça troll certaines bases. Apparemment, Gauthier n'aime pas MySQL parce que c'est 2 ou 3 trolls sur MySQL quand même, c'est beaucoup. Et ensuite, Ouais, ouais, bah oui, PostgreSQL. je sais pas si vous avez d'autres questions sur le chat, on vous laisse
quelques secondes, histoire de taper vos questions avant de passer à notre speaker suivant. Je regarde si j'ai pas loupé des vraies questions au milieu des trolls. Spoiler, moi je vais parler un petit peu des sujets, d'un des sujets Ok. que tu as évoqué. Spoiler. Ça, c'est si on te laisse la parole, parce que comme tu es flex aujourd'hui, peut-être Ouais, que tu feras comme... C'est pour vous donner envie. Quoi. Peut-être que tu feras comme Florent la dernière fois et qu'à la fin de la session, tu feras mes livres. Non, bon, j'ai l'impression que j'ai rien loupé. Écoute, merci beaucoup, Alex, d'être passé. Et je suis absolument pas venu te chercher directement. Tout va bien. On est safe. Nickel. Et bah, du coup, Flo, si tu veux te présenter rapidement et nous présenter les bouquins dont tu vas nous parler ce soir. Ouais, bah, du coup, Florent, développeur, et donc membre de l'Oraga aussi, donc la plupart m'ont déjà croisé. Et donc, il y a 2 bouquins que j'aimerais présenter. Donc, déjà, un bouquin qui sort un peu du domaine, parce que bon, l'informatique c'est bien, etc. Mais voilà. Donc, c'est Les Furtifs de Alain Damasio. Alors, Alain Damasio, moi je suis assez fan. Bon, c'est un bouquin on va dire futuriste, on peut dire assez engagé. Donc, moi je trouve ce bouquin super. Franchement, j'ai vraiment bien aimé. Donc, j'étais déjà en pays conquis, mais dès les premières pages, franchement, je suis vachement bien rentré dans dans l'écosystème, dans l'environnement. Je trouve que c'était bien amené. Limite, ce que j'ai plus aimé, c'est le début et la fin. Autre truc que j'ai bien aimé, pour ceux qui ont déjà lu des bouquins du même auteur, c'est la façon dont il joue avec la typographie et le style pour enchaîner les dialogues. Donc il joue vachement sur ça pour rajouter des caractères, changer la police, des trucs. Il utilise plein de petits artefacts, etc. pour passer un petit peu plus l'ambiance et pour mieux comprendre le personnage, la façon dont il s'exprime, etc. Et donc, dans les différents bouquins, il expérimente différents trucs et je trouve il a encore mieux perfectionné. Je trouve la façon dont il a abordé ce bouquin c'est la façon mieux abordée. Alors, je vais essayer de tomber au pif sur un paragraphe qui pourrait illustrer ça. Juste, c'est quoi l'histoire? Moi, je l'ai lu, je connais, mais peut-être pour ceux qui connaissent pas Alain Damasio, c'est. Ouais, après. Je pense que c'est très mystérieux la manière dont tu l'as exprimé. Ouais, après, alors, pour pas trop spoil, etc., en gros, c'est des personnes qui remarquent que il y a quelque chose qui vit à côté des humains, mais en fait, personne ne peut les voir. Parce qu'en fait, ils sont tellement furtifs, d'où le nom, que en fait, ils sont spécialisés, ils arrivent toujours à se cacher des regards des êtres humains. Et il y a les militaires qui regardent parce qu'ils sont super intéressés sur ce pouvoir, notamment parce que c'est les militaires, donc c'est bien pour pouvoir espionner les gens. Et sur le côté, parce donc ils ils mettent toute la technologie possible et inimaginable pour pouvoir les filmer, etc. Qu'ils y arrivent, donc on sait que ça existe, on a des preuves. Mais en fait, dès qu'on arrive à en choper un, bah, il se fige. Et donc du coup, c'est impossible de l'étudier, etc. Donc ça fait, en fait, c'est la base un peu de l'environnement, de l'écosystème, etc. Et à partir sur ça, il va parcourir en fait tout ce qui est philosophique et sociétal sur le droit de l'anonymat, la vie privée, genre de ça, et également un peu la dictature sur le fait qu'on soit tous surveillés et qu'on soit plus libre de ce qu'on peut faire.
Donc clairement, il y a un côté, je pense qu'on peut dire qu'il est un peu assez militant, côté anarchiste. Il y a Anastasia qui nous dit elle est méchante, c'est la data. Oui, ça on peut dire. Donc voilà. Mais après, c'est pas forcément la data en tant que telle. C'est plutôt la façon dont on s'en sert et ce qu'on permet d'en faire. Non, mais on est d'accord, hein, les méchants, c'est les data scientists, Anastasia, mais enfin, tu le sais déjà. Non, mais après, je disais sur le bouquin, c'est que c'est la critique est plus sur la façon dont ça peut être utilisé et mal utilisé, et des pistes de comment on peut s'en sortir. Et donc voilà. Ouais, Donc finalement, c'est quand même un petit pavé, mais bon, c'est un roman, donc ça se lit bien. Donc je vous conseille vivement si vous avez jamais eu l'occasion de lire l'auteur également de parcourir d'autres bouquins. Donc, ouais, moi, il y a eu quelques trolls dans le chat, hein, tu t'inquiéteras pas, c'est qu'on a découvert que post-it était un mot à modérer dans Twitch. Donc il y a eu quelques tests derrière de savoir qu'est-ce qui pouvait être à modérer ou pas. D'accord. Voilà. Gnuc qui nous dit du coup je comprends plus la méchante c'est Anastasia Sabi ou les données qu'elle manipule. Enfin bref, voilà, on en est là. Et pardon Thomas, je t'ai coupé, excuse-moi. Vas-y. ouais, pas de souci. Moi, du coup, c'est le deuxième bouquin que je lis de Damasio, et c'est vrai que je trouve il est vachement mieux. En tout cas, je trouve qu'il est plus actuel que les premiers. Donc, c'est La Zone du dehors, son tout premier. Euh, et je trouve aussi que le traitement qu'il fait des femmes est quand même un peu plus acceptable que dans le premier, qui est très clairement, dans lequel les femmes sont réduites un petit peu à leur, comme étant des objets du désir des personnages principaux, quoi, et un peu à rien d'autre. Ouais, et puis bon, ce que je vais dire, c'est un peu commun, mais c'est en gros le furtif, finalement, c'est une allégorie de la société actuelle, consiste à dire est-ce que finalement, il y a d'un côté les gens qui cherchent à fuir les moyens de surveillance, etc. Et puis de l'autre côté, des personnes qui veulent utiliser les moyens de surveillance pour réguler la société, pour normaliser le comportement des gens. Et je pense que il utilise cette allégorie pour, en tout cas, pour dénoncer cette dérive de la société de vouloir toujours tout surveiller de nos comportements. Ouais, clairement, c'est clairement une allégorie sur. Il prend cette créature un peu fictive du furtif et la lutte, ça pour illustrer, faire un parallèle sur ça, et il s'en cache pas dans le bouquin. Il y a plein de parallèles qui, justement, vu que c'est un bouquin assez récent et transposé à la vie actuelle, même à la vie un peu futuriste, mais très proche. Ça fait qu'il y a plein des parallèles. Par exemple, la ville d'Orange a été rachetée par la société Orange pour le nom, etc. Donc on peut trouver plein de parallèles et se projeter par rapport à ça. Par rapport à la critique féministe, clairement, ça c'est une critique qui a été faite, et il était conscient, et donc du coup il a beaucoup travaillé ça, et ouais, sur ce bouquin, il y a tous les personnages ont une vraie identité et un vrai rôle, quoi. Ça c'est clair. Ok, j'ai pas l'impression qu'il y ait plus de questions de chat. Si, Thomas, vas-y. Non, mais c'est juste que peut-être que le président des furtifs ressemble peut-être à un président de la France actuelle, peut-être. Voilà. Bah, toute ressemblance est fortuite. Totalement fortuite. Hein, Non, après, ouais. Alors, le bouquin que tu as cité, il est plus vieux, et vu que c'est un truc de science-fiction, forcément, ça vieillit plus lentement, même si je trouve qu'il est toujours intéressant, et il reste quand même assez vrai. Mais les technologies, etc., forcément, font moins rêver. Un autre bouquin assez connu du même auteur, c'est La Horde du Contrevent, qui est là pas du tout réaliste.
on va dire, qui est vraiment dans pure fiction, et qui est aussi assez intéressant, qui aborde d'autres thèmes, qui est toujours un peu la vie sur la société, c'est un peu un thème récurrent, mais plus comment la vie de tous les jours est abordée et vécue, quoi. Il y a d'autres questions ou je passe au bouquin? Non, ça a l'air de pas trop troller. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Donc, l'autre bouquin, donc là ça fait moins rêver, mais le signe noir. Alors ce bouquin, je trouve super intéressant et pas mal d'actualité, hélas. Donc en fait, l'auteur est un ancien banquier, on va dire. Enfin, banquier, je sais pas si c'est le bon terme, mais dans le bancaire, et il s'occupait un peu de la gestion des risques, etc. Et c'est ça qui est assez intéressant avec ce bouquin, c'est que il donne un peu une vision de comment le métier est appréhendé, même si c'est pas vraiment un bouquin sur la finance, mais il y a quand même beaucoup de thèmes parce que c'est ça qui a servi de déclic pour lui pour mettre en place un peu cette approche. Et donc le signe noir, en gros, c'est tous les événements qui arrivent et qui ont un fort impact dans la vie, dans notre société, et qui sont très rares. Tellement rares que généralement on les néglige. Et c'est justement ça le problème. Parce que en fait, tout bouquin, il va montrer que ces signes noirs, ils sont très durs à prévoir et on est très mauvais pour faire. Et donc c'est pour ça que la plupart des systèmes pour gérer les risques, par exemple qu'une banque fasse faillite, etc. Et en fait, ils sont très mauvais et ils sont quasi inutiles. Il est assez virulent sur ça. Donc, ça passe un peu ce côté virulent parce qu'il était en interne, mais bon, c'est vrai que vu qu'il s'est un peu enrichi sur le fait d'avoir prévu notamment la crise de 2008 avant les autres, du coup, c'est un peu, je vous avais dit, j'avais raison et j'ai encore raison et vous faites jamais rien. Donc c'est vrai, mais bon, c'est un peu trop, je trouve, à des moments. C'est le côté un peu négatif du bouquin. Et donc, par rapport au signe noir, un des trucs qui fait qu'on on prévoit pas, déjà souvent on a une approche, on peut avoir une approche scientifique où on va répartir la probabilité du problème sous une forme d'une courbe de Gauss, donc le truc avec une cloche. Donc c'est très bien en termes de proba, mais bon, déjà pour définir les paramètres pour la courbe de Gauss, c'est pas si trivial que ça, parce que il faut avoir toutes les données statistiques pour savoir si la probabilité elle est bonne. Donc déjà, la plupart des courbes de Gauss dans le bancaire sont un peu organisées comme ça arrange les personnes. Et en plus, c'est que ces courbes de Gauss marchent très bien dans un monde où il n'y a pas trop d'extrêmes. Et donc, ça introduit un deuxième concept qui est, en fait, il illustre ça avec deux univers. Donc, on a un pays médiocritan, où tout est médiocre dans le sens normal, moyen. Donc, c'est-à-dire que il peut quelqu'un qui, par exemple, si je fais quelque chose de manuel, il y a des personnes qui vont être pas travailler, et des personnes qui vont travailler, mais en termes de nombre d'heures de travailler, au maximum c'est 24 heures, il va jamais avoir beaucoup de extrêmes. On va facilement avoir une moyenne, on va pas avoir un très gros delta entre quelqu'un qui travaille pas et quelqu'un qui travaille énormément. Et on a un autre monde qui est beaucoup plus extrême, et là on va avoir des extrêmes énormes. Donc par exemple, tout ce qui est le droit, par exemple, celui qui fait la meilleure vente de livres, par rapport à le petit auteur, ça va être énorme, quoi. Celui le
le plus grand écrivain, il va avoir des millions de livres publiés, etc. Alors que l'autre, il va peut-être en avoir que 10, quoi. Donc l'écart est vite énorme. Et donc, lui utilise cette métaphore pour montrer qu'en fait, si on regarde bien, notre monde actuel, avec notamment le capitalisme, la société actuelle, on est beaucoup plus dans le monde de l'extrême que médiocre. Il y a beaucoup plus de concentration et il peut y avoir énormément de delta, etc. Et ça amplifie le risque d'un signe noir, parce que si à la limite on est médiocre, la courbe de Gauss marche très bien, parce que peut-être que quelqu'un va faire faillite, mais sur le nombre, on sera sur la moyenne. Parce que voilà, c'est si on fait plein de tirés, on doit aller à la moyenne. Alors que extrême, s'il y a une grosse catastrophe, il peut avoir plein de tirages ensuite, ça restera super négatif ou super positif. Et ça fausse vachement le côté pour prévoir les risques. Et l'autre facette, c'est que l'être humain est très mauvais pour appréhender le risque. Et donc on a plein de biais qui fait que de façon historique, on a beaucoup de mal à comprendre l'histoire pour ne pas la répéter et comprendre et utiliser ces données pour prendre des risques. Soit on utilise trop les données parce qu'on a vu que cet événement ne se produise jamais, donc on conclut qu'il ne va jamais se produire. Ou soit on l'interprète très mal et du coup on va l'ignorer. Et donc il y a beaucoup de biais autres qui font qu'on est très mauvais. Pour illustrer un petit cas assez évident, c'est par exemple, si je prends quelqu'un qui, avant le 11 septembre, avait dit qu'il fallait avoir des portes blindées dans les avions pour éviter un attentat ou pour par sécurité. Donc là, on pourrait, il y aurait forte chance. En fait, le fait d'avoir mis en place cette pratique fait que il y aurait forte chance que l'attentat n'ait pas eu lieu. Et du coup, peut-être, on aurait plombé, on aurait critiqué cette personne parce que finalement, on a mis en place, on a déboursé d'argent folle pour blinder les portes des avions, alors qu'il n'y a jamais d'attentat. Inversement, là, il y a eu l'attentat, on se dit, mais pourquoi on n'a pas mis les portes blindées? Et en fait, on peut trouver plein de parallèles comme ça. C'est pour ça que je disais, c'est un peu un bouquin d'actualité avec la crise sanitaire, qui fait que on est très mauvais pour appréhender et ces problèmes et évaluer, quoi. Il y a Gnuk qui nous demande s'il y a pas une histoire avec des masques comme ça en France pour H1N1. Ouais, c'est exactement, il y a même une approche, et on peut trouver plein, et c'est pas évident d'anticiper ces problèmes. En tout cas, si on se fie juste à notre feeling, l'être humain est très mauvais pour ce genre de choses. Gauthier nous disait, le but du bouquin, c'est de nous faire prendre conscience de la manière dont les décisions sont prises et les priorités fixées, prioriser le plus probable au plus impactant. Et ensuite, il nous dit, il y a un bon livre sur les biais d'estimation, Factfulness, 10 Reasons We're Wrong About the World, and Why Things Are Better Than You Think, de Hans Rosling. Je sais pas si... En tout cas, moi j'ai lu ce livre, hein. Nicolas Nassim Taleb, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Effectivement, il est très, comment dire, il faut lire ce livre, il est très intelligent. Il faut jamais aller lire sur son compte Twitter, quoi, parce qu'il est vraiment exécrable. Après, je trouve aussi dans son bouquin, alors, par rapport à Nastasia qui demande si c'est long. si c'est long. Alors, c'est un volume quand même. Il y a 600 pages. Après, il y a beaucoup de répétitions, je trouve. Il y a pas mal de trucs. Alors, c'est bien et pas bien. Il y a des moments où c'est un peu redondant, mais bon, à la limite, voilà, tu peux sauter le chapitre. C'est assez découpé en plein de petits chapitres. Donc ça se lit assez bien, c'est bien expliqué. Et d'un côté, de le répéter, c'est pas mal parce que c'est toujours un peu dans des angles un peu différents. Et donc ça permet de mieux appréhender toutes les approches et d'avoir plus d'arguments. Par contre, le côté où il y a beaucoup le côté j'ai raison et les autres vous êtes des cons.
Ce qui est pas faux quand on voit l'histoire, mais bon, je trouve ça pas forcément super agréable par rapport à ça. Ouais, moi, ça me rassure ce que tu dis, Alexandre, parce que j'avoue que sur Twitter, ce mec, il donne pas envie de lire ses bouquins. Il faut les lire parce qu'ils sont très bien, mais lui, il est clairement en guerre ouverte. C'est un troll, des fois, on se demande, mais. En tout cas, moi, j'ai la collection qu'il avait écrite. Enfin, c'est la collection, c'est le coffret, quoi, un Incerto. Et Le Signe Noir, c'est un des meilleurs. Après, il a aussi fait Fooled by Randomness, qui est très intéressant, qui explique pourquoi beaucoup d'événements ou de réussites qu'on pense dans la vie sont dus des fois simplement à des probabilités vraiment de la chance aussi. Donc, ça remet en question pas mal de choses. Donc, ouais, globalement, c'est un très bon auteur. Alors perso, j'ai lu la version française. Alors il faut savoir qu'il c'est un Libanais, donc alors c'est un Libanais qui a immigré aux États-Unis. Mais du coup, moi j'ai trouvé que la version française a été très bien, et lui qui parle bien français, ça a dû aider aussi au niveau de la traduction. Voilà. Ouais, à la limite, je conseillerais plus de les lire en français. C'est vrai que moi, je l'avais lu en anglais et parfois, c'est pas forcément très facile. Parce qu'après, le bouquin est assez facile à lire, c'est pas un niveau très, en tout cas en français, c'est pas le vocabulaire est pas très avancé, donc à mon avis, ouais, en anglais, ça va être un peu dur quand il commence à utiliser des expressions, etc. Ça va être plus dur à comprendre. Après, moi perso, j'ai pas forcément un niveau d'anglais très élevé, et donc du coup, si ça sort de la technique, je préfère lire une traduction en me disant que le traducteur traduit mieux que moi. Ok, donc il y a Grauman qui a link la page tête de ce monsieur, de Hans Rosling, donc qui effectivement a l'air d'avoir pas mal de textes, mais c'est vrai que juste en lisant son titre, on comprend un peu, puisqu'il est Global Health Expert et Data Visionary. Je veux dire, comme titre de poste, quand même, ça pète, quoi. Mais du coup, Grauman, est-ce que tu conseilles de regarder ces talks ou pas du tout? Je sais pas si tu les as vus. Ah, et bien sûr, Hotfix, bienvenue, rejoins-nous sur Discord si tu veux, et tu peux nous présenter Soft Skills de Software Developer Life's Manual. Mais on va d'abord finir les questions pour Flo, les échanges sur ce deuxième bouquin. Et voilà, s'il y en a, s'il y a des questions. J'ai l'impression qu'on a fait le tour. Ouais, En tout cas, j'ai l'impression aussi. je vous le recommande, même si après à moitié du bouquin, à la limite, vous lisez de travers et vous lisez rapidement, je trouve qu'il y a quand même pas mal de réflexions qui sont intéressantes et de matière à réfléchir sur la vie actuelle et la façon dont on appréhende la société et la prise de risque. Eh ben nickel, du coup, merci beaucoup Flo. Thomas, je te laisse te présenter rapidement et présenter le ou les bouquins dont tu voulais nous parler, je ne sais plus. Alors, j'ai beaucoup de bouquins à présenter, donc je vais aller assez vite. Je m'appelle Thomas, je suis développeur, je fais partie de l'orga des crafters également. Je vais vous présenter 3 livres, non pas un, non pas 2, mais 3. En vrai, il y en a 2 que je vais regrouper parce que c'est sur le même sujet. Mais il y a 2 bouquins que j'ai envie de vous présenter, dont j'ai envie de discuter ce soir. Il y en a un premier que je vais commencer par celui-ci qui s'appelle ACM Concurrency. Je me rappelle plus du titre complet, mais qui est sur la vie de Leslie Lamport. Je ne sais pas si vous connaissez Leslie Lamport. Leslie Lamport. Oui. Il en parle bien, justement, Martin Klefman dans son livre. Voilà, Leslie Lamport, il a gagné le prix Turing. Il a, je crois que c'est le chercheur en computer science qui a écrit le plus de papiers qui a été récompensé pour leur impact. Et du coup, le livre Concurrency, c'est un ensemble, alors ça fait partie d'une collection qui a été publiée par ACM, qui consiste à faire découvrir le travail des gens qui ont reçu le prix Turing, qui est le prix considéré comme le plus prestigieux de notre discipline. Et ayant reçu ce prix, Leslie Lamport a un livre dans cette collection. J'avais déjà lu un livre de cette collection sur Michael Stonebreaker, qui était le créateur
qui, entre autres, a créé Postgre. Et ce qui m'avait, bon, voilà, je l'avais lu rapidement, et puis j'ai lu celui sur Leslie Lamport, qui est assez incroyable. Moi, j'ai vraiment adoré ce livre. Je ne l'ai pas lu en entier, je tiens à le dire, parce qu'il y a toute une partie qui consiste en une lecture des papiers de Leslie Lamport, et autant vous dire que, enfin, voilà, faut s'accrocher parce que c'est des papiers sur recherche. Et c'est un livre qui est, en gros, qui commence par décrire tous les papiers et algorithmes que Leslie Lamport a réalisés et qui lui permettent aujourd'hui de prétendre au titre. Alors, je passe rapidement sur les algorithmes. Les deux, enfin, on va dire que parmi tout ce que Leslie Lamport a fait, le premier, c'est un papier que vous trouvez, qui est extrêmement cité, puisqu'il est à la base de tous les protocoles distribués aujourd'hui, qui est un papier sur le temps et la notion de temps dans les systèmes distribués. En fait, avant Leslie Lamport, avant ce papier-là, on ne savait pas si dans les systèmes distribués, on était capable d'implémenter tous les algorithmes comme on en est capable dans des systèmes non distribués. Donc la question, c'était de savoir est-ce qu'on est capable. Et Leslie Lamport a trouvé une manière extrêmement élégante de montrer qu'on en était capable, en montrant que en remplaçant la notion de temps par une notion de temps, la notion de temps qu'on considérerait comme voilà, le temps qu'on a sur notre montre. Donc pour un serveur, ce serait le temps que le serveur a sur son... Enfin, s'il regarde la montre, il sait dans quel temps il est. Le problème, c'est qu'il y avait des désynchronisations de montres, etc. Ce qu'il a montré, c'est que ce qui pourrait être plus intéressant, ça serait de parler de temps en termes de causalité. C'est-à-dire que lorsque je fais quelque chose après quelqu'un, ça veut dire que entre les deux choses, eh bien, ça veut dire qu'il y a un certain temps qui est passé. On s'en fout de savoir combien de temps il s'est passé. Ce qui est important, c'est de savoir si un événement a créé un autre. Et donc, pour créer cela, de manière, voilà, le papier montre que si à chaque fois que les systèmes distribués communiquent entre eux, ils envoient un nombre qui correspond au temps qui est, à quelle causalité ils en sont, donc à quel événement ils en sont, eh bien, ça permet aux autres serveurs, une fois qu'ils ont reçu ce temps-là, ils incrémentent ce temps et ils savent qu'ils sont après le temps, l'horloge d'un autre serveur distribué. Enfin voilà. Donc c'est un papier qui est extrêmement cité parce qu'il est à la base de tous les algorithmes de distribution. Le deuxième, ce qu'il a fait en deuxième, c'est en se basant sur ce papier, il a mis en place des algorithmes de consensus comme donc Paxos, qui sont, alors encore une fois, à la base, inspirés en tout cas, sont les premiers algorithmes qui ont réussi à montrer que dans un certain... Alors il a même formalisé les types de fautes qui sont tenues, que supportent ce genre de système, mais en gros, ça permet de montrer que si vous avez par exemple 5 serveurs, on peut avoir des algorithmes qui permettent de, s'il y en a 2 qui tombent, on est quand même, grâce aux 3 restants, capable de garder une cohérence de la donnée. Donc on peut, par exemple, créer des bases comme Kafka, on peut créer des bases de configuration comme Zookeeper, parce qu'il y a des algorithmes qui existent, dont il a été à la base, qui s'appelle Paxos. Voilà, donc c'est extrêmement intéressant. La troisième chose, en fait, la troisième chose que je vais rassembler, c'est que Leslie Lamport, il avait une vision et qui est un peu spécifique, c'est-à-dire que lui était un mathématicien qui s'était intéressé au logiciel. Et donc pour lui, c'est une vision que moi je trouve extrêmement intéressante et aujourd'hui qui
m'intéresse énormément, c'est de dire que pour lui, enfin, dans tous ses travaux, il ne s'est jamais concentré sur, par exemple, un langage ou une manière d'implémenter les choses. Il considère que les implémentations sont uniquement la réflexion d'algorithmes et qu'en réfléchissant sur les algorithmes et pas sur les détails d'implémentation, on arrivait à des systèmes, enfin on arrivait à réfléchir à des propriétés plus intéressantes que simplement sur les implémentations elles-mêmes. Donc voilà, donc c'est une vision d'esprit que je trouve très intéressante et c'est dans cette vision qu'il a créé un outil de modélisation qui s'appelle TLA+, et j'en vois sourire, je sais, voilà, donc je vais présenter tout de suite après Practical TLA+. Il a créé TLA+, qui permet de modéliser des algorithmes et qui permet de simuler, de faire des assertions sur est-ce que en implémentant mon algorithme de telle manière, est-ce que je suis sûr que il va pas se passer des choses de mauvaises ou que j'aurais pas prévu, ou est-ce que je suis sûr que il y aura au moins un truc de bien qui va se passer. Et donc voilà, donc il a mis en place tout ce genre d'abstraction. Effectivement, sa paternité sur la tech, c'était la plus, avait été citée dans le chat. On a aussi un Vade Retro Satanas au moment où tu as montré TLA+, de Gauthier, donc je ne sais pas. J'en parle juste après. Pas de spoiler, j'en parle juste après. Mais s'il n'y a pas d'autres questions, je ne sais pas si dans le chat ou... Non, alors attends, excuse-moi. Je pense qu'on va avoir notre troisième ban. Je te laisse continuer, je vérifie. Ok, donc voilà, donc c'est un livre qui est assez court. Alors moi je l'ai lu comme ils sont disponibles. C'est un livre qui est disponible gratuitement sur les sites de l'ACM, donc vous pouvez le télécharger. Et je l'ai lu en e-book, donc je me rends pas compte de la taille ou quoi que ce soit. Je crois je crois que tout ce que j'ai lu, ça a dû faire 150 pages, quelque chose comme ça. C'est assez technique, donc il présente quand même les algorithmes. Enfin, il présente Paxos, il présente tout un tas d'algorithmes. Par contre, moi, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que je suis pas du tout un lecteur de... Enfin, je suis très nul en système distribué, et pourtant, j'ai pu comprendre, en tout cas, j'ai pas eu l'impression d'être trop largué sur Paxos, qui est pourtant réputé comme étant assez compliqué, parce que la manière dont il le présente et la manière dont il l'amène est, je trouve, extrêmement bien réalisée. Donc voilà, si jamais vous avez besoin d'une introduction à un algorithme distribué comme Paxos, je pense que c'est en tout cas, ce bouquin, pour moi, a été une très bonne porte d'entrée. Voilà. Ensuite, je vais vous parler, donc, je peux enchaîner direct sur Practical TLA+. Un bouquin d'Hillel Wayne. Eh bien, écoutez, Hillel Wayne, c'est l'inverse de Taleb. Je vous conseille de le suivre sur Twitter, mais de ne pas lire ses livres. Voilà. Practical TLA+, c'est ma grosse déception lecture. C'est-à-dire que j'aime beaucoup la modélisation, j'aime beaucoup TLA+, mais ce livre, je trouve, m'est un peu tombé des mains. Alors, je pense que, j'aime beaucoup son auteur, hein, donc c'est pour ça que je lis et je continue à croire que son auteur a des choses énormément intéressantes à promouvoir, mais vraiment le livre, moi je trouve que la manière dont il a abordé ça est tellement... Alors, le titre du livre ne ment pas, c'est Practical TLA+, c'est vraiment... Pardon ? Ouais, il y a juste Gauthier qui demande sur le livre précédent, du coup, c'est le Paxos Made Easy qui était présenté ? Le bouquin précédent. Non, c'était un autre. Je peux le retrouver dès que si j'ai un temps où je parle pas. Enfin, si quelqu'un meuble, je peux le retrouver, mais ça s'appelle Concurrency, c'est chez ACM et ça parle de Leslie Lamport. Je pas de. Je vais trouver. J'ai pas la référence sous les. The Work of Leslie Lamport. Ouais. J'ai quelque chose qui m'a l'air fort honnête. Et je te laisse continuer.
Voilà, donc Practical TLA+, j'aime beaucoup TLA+, j'aime beaucoup Lil Wayne, j'aime beaucoup l'auteur, j'aime beaucoup tout ça. Et pourtant, le livre, pourquoi est-ce qu'il m'a pas plu? Parce que il est extrêmement, vraiment, il ne rentre pas du tout dans le détail de pourquoi est-ce que vous pourriez être intéressé à utiliser TLA+. Et du coup, ça donne un peu l'impression, si vous êtes convaincu de TLA+, peut-être que c'est un bon bouquin pour vous confronter à vos connaissances de TLA+, mais en même temps, d'un autre côté, le bouquin prend une approche de, on a l'impression qu'il parle à des débutants, alors que, à aucun moment il ne convainc les 10 débutants d'utiliser TLA+, ou dans quelles conditions ça peut servir, etc. Donc c'est vraiment, moi c'est ça c'est le manque d'esprit en fait du livre que j'ai vraiment, qui m'a un peu repoussé. Du coup, je l'ai lu, mais j'ai pas, j'ai très clairement pas accroché. Et puis, je me suis pas tant intéressé que ça aux exercices. J'ai trouvé que les questions qu'il posait étaient pas celles qui permettaient vraiment de réfléchir au problème. Donc, voilà, j'ai très clairement été déçu par la lecture. Mais du coup, je vous présente l'alternative. Si vous voulez vous intéresser à la modélisation, lisez plutôt Software Abstractions de Daniel Jackson, qui donc c'est pas un bouquin sur TLA+, c'est un bouquin sur Alloy, et qui lui présente vraiment pourquoi les langages de modélisation et pourquoi la modélisation c'est cool. Vous trouvez, je suis peut-être j'ai un seul sujet dans mon esprit en ce moment, c'est ça. Et je trouve que là, pour le coup, le bouquin est extrêmement bien parce qu'il rentre dans le sujet en expliquant pourquoi la modélisation, ça peut être intéressante. Et donc, comme je vous disais en intro avec Leslie Lamport, c'est vraiment une idée de ne pas réfléchir au logiciel d'un point de vue strictement syntaxique, mais aussi de comprendre comment des logiciels peuvent mal se comporter par leur design et pas simplement par la manière dont on l'a implémenté. Je trouve que les exercices font vraiment très bien réfléchir, c'est-à-dire que c'est un prof d'université et très clairement, ça se voit que je pense qu'il l'a écrit avec ses élèves, il avait ses élèves en tête et très clairement, c'est les types d'exercices qu'il propose, la manière dont il les introduit est excellent. Il y a juste une partie quand même où il faut s'accrocher, je dois avouer, qui est une partie où il présente le langage, c'est-à-dire tous les petits détails du langage. Donc là, il le présente de manière très complète. C'est pas un langage qui est très compliqué, c'est assez, il y a beaucoup de choses qui sont quand même assez intuitif dans la manière de traiter le langage. Donc c'est pas non plus, ça rebute pas, et je trouve que, il met des exercices dedans, il met des pointeurs pour continuer à aller plus loin. Il propose des manières différentes d'implémenter les mêmes algorithmes avec, par exemple, des approches dites événementielles. Alors c'est pas exactement le même événementiel que ce qu'on a dans de l'event sourcing, mais c'est une pratique qui est connue dans la modélisation qui permet de mettre des événements dans les états, dans les analyses. Voilà, je m'arrête là sur ce bouquin parce que très clairement, je ne saurais que trop vous le conseiller. C'est vraiment c'est une perle, je trouve. Plus j'y pense, plus je me dis que c'est vraiment incroyable. Et puis il y a tout à la fin, il y a d'énormes chapitres d'exercices qui vont vous faire voilà quoi, perdre la tête des fois. Ça requiert de bonnes bases en mathématiques ou ça va? Alors, ça demande un petit peu de compréhension de la logique du premier ordre. Mais c'est des choses. Alors, je suis un peu biaisé, c'est-à-dire que j'ai quand même eu une formation en maths. Donc, c'est difficile pour moi de me rendre compte de est-ce que c'est compliqué ou pas, mais ça demande pas de concepts très
ça ne demande pas de comprendre les concepts mathématiques, ça demande surtout d'avoir une intuition sur ce que c'est qu'un set, ce que c'est que des prédicats, ce genre de choses, mais pas, ça va pas plus loin que ça. Donc, TLA+ et Alloy sont des langages qui sont des langages de first order logic, donc des langages qui utilisent la logique du premier degré. Donc ça ne demande pas de connaître la théorie des catégories ou ce genre de choses. C'est vraiment savoir qu'est-ce que c'est que et, ou, non, qu'est-ce qu'implique ce genre de choses. Ça suffit pour comprendre. Mais du coup, dans un environnement distribué où il peut y avoir potentiellement des cas secondaires d'interférence, c'est pas un livre qui peut couvrir. Alors, distribué, du coup. Alloy est pas spécialisé pour du distribué, donc c'est vraiment plus un livre de modélisation métier que de distribué, contrairement à TLA+, qui lui est vraiment fait pour le distribué. D'accord. TLA+, t'as d'autres ressources à conseiller pour compenser le bouquin dont tu étais déçu? TLA+, je sais qu'il y a un tuto sur internet qui a été écrit par L.L. Wayne et qui, je pense, fait tout à fait l'affaire par rapport au bouquin. Enfin, je pense qu'il n'y a pas besoin d'acheter le bouquin pour apprendre TLA+. Voilà. Tu as pu les voir utilisés dans l'industrie après, différents Alors, langages? Alloy, pas à ma connaissance. TLA+, c'est un truc qui est utilisé par à peu près tous les gros constructeurs, donc Microsoft, Amazon, MongoDB. Je sais que tous, en tout cas, c'est les 3 qui me viennent en tête, sont tous des utilisateurs de TLA+, et c'est tous des gens comment dire, ils ont tous trouvé des bugs grâce à TLA+. Donc voilà. Merci. Très intéressant, merci. Bon, en tout cas, je dois vous laisser, désolé. À plus, bonne soirée, merci beaucoup Alex. Salut. Merci Alexandre. Et du coup, merci beaucoup Thomas. Alors bon, Colin, je t'ai vu rigoler, je sais qu'il y a beaucoup de trolls sur le chat, c'est ça? Alors en fait, à un moment, t'as dit je suis un peu mono et t'as pas fini ta phrase. Donc il y a Gnuk et Gauthier qui sont rentrés dans un espèce de concours où à un moment, je me suis demandé s'il fallait pas que je bannisse les deux. C'est au moment de Monoski où j'ai commencé à avoir des doutes. Voilà, on en est là. Bravo. C'est tout. Écoute, merci. Je pense que j'ai pas. Si, donc il y a Gauthier qui disait, tu disais qu'il présentait les papiers de l'Emport. Il a fait 2 papiers sur Paxos, donc on parle du premier bouquin. Le premier, l'original, et un second, Paxos Made Easy, pour exprimer clairement le premier. Si tu l'as bien compris, ça devait être le second. Parce qu'apparemment, le premier est un peu. Alors, en plus, c'est même pas ça. Parce que moi, j'ai pas lu les papiers directement. J'ai lu une personne qui explique les papiers. Donc c'est même pas. J'ai pas encore lu. Je n'ai pas lu les papiers sur Paxos. Donc on en est à un stade où le mec a fait un papier sur Paxos. Il a fait un papier pour que Paxos soit compréhensible. Et il y a un mec qui a fait un truc pour que le papier pour que Paxos soit compréhensible. Et encore, c'est que Paxos single decree, parce que multi-Paxos, bienvenue. Voilà. Bienvenue dans un cerveau malade. Voilà. Ok, bon bah écoute, très cool, merci beaucoup. Et Thomas nous a rejoint. Alors Thomas, je sais pas si tu as un micro, une cam. Oh là là. Je dois avoir les deux. Parfait. Bienvenue. Eh ben écoute, right on time. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous présenter le ou les bouquins dont tu voulais nous parler? Ouais, et ben donc moi c'est Thomas Bailly. Du coup, je suis un indépendant depuis plusieurs années. Et je travaille principalement autour des technologies Microsoft et je fais pas mal de data IA en ce moment et donc principalement lié à Azure. Le bouquin que je vais vous présenter, c'est celui-ci, Soft Skill. Pourquoi? Colin, tu étais venu à Clermont, du coup c'est pour ça que je la rends. Je me dis tiens, je vais faire une petite présentation et je me suis en fait typiquement posé la question de ce que c'est qu'un bon dev. Et souvent, on a tendance à avoir comme premier réflexe de se dire c'est un mec qui sait à peu près pas coder comme avec les pieds ou avec son cul.
Et en indépendant, bah, finalement, j'ai fini par me dire que ça pouvait faire 2-3 trucs en plus. Et j'ai découvert ce bouquin. Il est très intéressant. Il n'est pas très grand. Je ne le vois pas ici. Voilà. Dans les points positifs qu'il y a, c'est qu'en fait, il est axé en grandes sections et en plein de petits chapitres. Donc, ils ne sont pas spécialement liés les uns aux autres. Les soft skills, il y en a plein de différents. Et il y en a qu'on peut se dire, bon, c'est peut-être pas le premier truc où il faut que je travaille dessus. Et attaquer, par exemple, par la section 2 qui va parler de comment bien se vendre, ou la section 3 qui va parler du sport ou des choses comme ça. Donc en fait, qu'est-ce qu'il y a dans ce bouquin? En gros, il essaie d'expliquer ce que c'est que d'être un bon dev, du coup, autour de 5 axes différents. Le truc qui est très bien, c'est que, et moi j'ai adoré dans ce bouquin, c'est surtout qu'il donne des actions à prendre. Typiquement, on va tous se dire il faut que j'essaie d'éclater mes trucs en tâches. Tiens, il faut que j'apprenne à mieux me présenter quand je passe des entretiens. Faut que je sorte un peu le nez de temps en temps de mon PC, tout ça. Mais au final, quand il faut trouver des actions et se dire quel est le retour de ces actions-là, ça peut être un peu chiant. Et lui, il l'a vraiment orienté comme ça. Il va dire voilà, typiquement, aujourd'hui, comment est-ce que je fais pour aller dans un entretien, et qu'est-ce que je peux bosser, qu'est-ce que, selon lui, je peux dire ou ne pas dire. Il y a toute une partie de prise de confiance en soi. Aujourd'hui, quand on prend des postes, moi, je donne un peu de formation sur de la reconversion. Et il y en a beaucoup, ils se disent non, mais je vais jamais y arriver. Ah, mais je connais pas du tout le métier. Ou mais imagine, il me parle d'une techno que je connais pas. Et du coup, alors il y en a plein, ils se disent tiens, oui, au final, c'est assez simple une fois que tu as compris ce que c'est que de l'objet, au final, on te donne n'importe quel langage, et puis hop, tu fais de l'objet, quoi. Bon, sauf peut-être en Python, quoi. Mais voilà, donc du coup, on doit leur apprendre ça. Et donc, si je regarde les grandes sections pour vous donner une idée en fait de ce que ça couvre, parce que je les connais plus par cœur. Mais par exemple, il y a la gestion de la carrière. Ça, c'est pas mal en fait. Moi, typiquement, j'ai démissionné de mon poste. J'avais un poste qui était bien payé. Et typiquement, avec un peu de recul, je me suis dit, franchement, est-ce que ça vaut le coup de rester 1 an de plus, 2 ans de plus, 3 ans de plus, même si je suis très bien payé? Et en fait, ça m'a aidé à me dire, en fait, non, vaut mieux se casser, vaut mieux bosser en l'occurrence pour soi. Mais par contre, du coup, il va donner aussi d'expérience et il va vous dire, attention, il y a des choses auxquelles il faut faire attention. Typiquement, quand vous allez travailler, et quand vous êtes en entreprise, une journée de 8 heures en entreprise, c'est pas une journée de 8 heures en indépendant. En entreprise, vous allez être emmerdé, vous allez prendre le café, le contexte vous fait chier, etc. Et vous direz par exemple, attention, si déjà dans l'entreprise, tu as tendance à trouver que tes journées sont ultra costauds, fais gaffe quand tu vas être un indépendant, parce qu'il y a tellement de trucs que tu gères pas, que tu vas devoir gérer, que potentiellement, ça peut poser problème. Donc, c'est beaucoup de retours d'expérience. Une des critiques que j'aurais, par contre, c'est que c'est un livre qui est écrit en anglais, donc qui est aussi d'une expérience qui est plutôt côté américaine. Donc, par exemple, sur tout ce qui est la gestion des salaires, le mec, il va vous dire, il y a toute une partie sur la section 4, sur plutôt tout ce qui est lié à l'argent. Bon, le mec, il va vous dire, écoutez, faire 100 000 $ sans rien faire par an, c'est relativement facile. Il suffit de prendre un peu de temps pour soi et puis de produire des trucs. Le fond y est peut-être. Après, c'est peut-être un peu le contexte un peu français et un peu comparé aux États-Unis, ça peut être un peu particulier, quoi. Donc voilà, il y a des choses après, par exemple, donc il y a la carrière. La carrière, il va vous expliquer de ce que c'est que monter une carrière, de se dire peut-être qu'il faut se voir un peu comme un produit. Moi, typiquement, je faisais beaucoup de points nets, et aujourd'hui, le point net par rapport au marché, c'est même s'il y en a, il y a vachement tout ce qui est autour de la data qui monte. Est-ce que par rapport au marché actuel qu'il y a, ça vaut pas le coup de se dire tiens, peut-être que je vais aller monter sur la data. Et donc, il vous dit en action, par exemple, tous les 6 mois, faites un état de votre marché, regardez où vous vous situez. Vous êtes un produit. Même si, ça fait pas très humanisant, vous êtes un produit, vous produisez quelque chose au final. On produit du code, et le code, ça produit une appli ou un service.
Donc ça, c'est très très bien. Il y a une partie sur le freelancing qui est ultra intéressant. Et puis il y a une partie sur la gestion de son temps. La gestion de son temps, ça rejoint un peu ce que j'entendais au début sur tout ce qui va être de se dire par rapport aux managers, par exemple. Moi, il y a un gros truc. Moi, du coup, les managers, bon, si tu es vraiment un technicien et que tu vois des mauvais managers, tu as toujours tendance à te dire de toute façon, ils sont tous nuls. Moi, je sais, ils savent rien, ils me font chier. Mais le truc, c'est qu'au final, quand on se met aussi en indépendant, on se dit, ouais, mais en fait, il me manque énormément de choses, énormément de vues sur ce que je produis. Aujourd'hui, le but, c'est pas juste de se dire, bah, tiens, je viens à 9h, j'ouvre mon plus bel éditeur, je vais coder jusqu'à midi, je vais m'arrêter, je vais reprendre à 14 et je vais finir à 17. Et du coup, il donne des choses pour se dire, bah, attends, remets-toi un peu en perspective. Ton but, c'est pas juste pisser du code, c'est de pouvoir prioriser, c'est de pouvoir, par exemple, utiliser des techniques. Alors lui, c'est la Podomoro, par exemple, qu'il utilise. Il utilise une technique. La technique, il te dit en fait que le but, c'est d'essayer de te focaliser pendant 25 minutes sur une tâche. Ou Pomodoro, Podomoro. Ouais, Pomodoro, c'est des tomates. Voilà, c'est exactement ça, c'est les tomates. Et du coup, il dit, par exemple, essayez d'organiser votre journée et de dire combien est-ce que j'arrive à en faire en une journée. Ils vont dire, tiens, par exemple, ne le faites pas bêtement, parce que dire juste, je vais essayer de prendre 25 minutes et je vais le faire, globalement, on ne va pas en retirer grand-chose. Par contre, se dire que je vais essayer de me focus 25 minutes sur une tâche, puis je vais faire une pause de 5 minutes, puis je vais me refocus 25 minutes, puis je vais faire une pause, et regarder combien on en fait dans la journée. Et c'est de se dire, voilà, qu'est-ce que ça m'a amené, quelle valeur j'ai créée, etc. Donc, de prendre un peu, de se dire, bon, de temps en temps, voilà, on fait 25 minutes, on se concentre, on s'arrête, on fait le point, on respire, on va fumer une clope, on sort dehors, etc. Ça y est, on essaie de se trouver un petit canard et tout, si on a des problèmes. Et on est reparti. Il y a Starnayet, excuse-moi si j'écorche ton pseudo, qui dit que le minuteur Pomodoro est indispensable pour lui maintenant. Knut qui dit qu'il en a un aussi. Moi, personnellement, j'ai essayé, ça me convient pas. Donc je pense qu'il faut essayer et voir à qui ça va et à qui ça va pas. Voilà. Faut tenter. Je sais pas si toi tu l'utilises au quotidien du coup le Pomodoro ou pas. Thomas, du coup. Alors moi du coup, alors je l'utilise mais ça dépend de mes journées. Moi en gros, typiquement c'est aussi une braquée que j'ai changée. Maintenant je prévois mes semaines. Typiquement par exemple quand je suis chez un client, j'ai tendance par exemple aussi à me prendre des rendez-vous avec moi-même pour me coincer des journées et en fonction de mes journées je l'utilise. Je sais qu'il y a des journées où en fait ce sera impossible, ne serait-ce que parce que je vais être coincé sur des timings, je sais que je vais être à des endroits où de toute façon ce sera très très compliqué je vais avoir une vie de manager, quoi, hein. Je vais enchaîner les réunions, je vais être sursollicité, je vais beaucoup me balader entre des bâtiments. Mais moi, c'est plutôt sur certaines journées où je me dis, ou surtout par exemple si je fais des prises de poste chez des clients ou des choses comme ça, sur les premiers temps, j'ai tendance à vraiment me dire, tiens, aujourd'hui, quel est mon rythme que j'ai et essayer par exemple de le prolonger. Ça permet aussi de gérer ses coups de mou, quoi. Moi, ça me permet aussi de voir, du coup, là, j'ai un peu de mal. Est-ce que c'est juste les sujets qui sont difficiles ou ça peut être ne serait-ce que j'arrive pas à avoir le niveau de concentration que je voudrais avoir. C'est tout bête, mais aujourd'hui, je peux me dire c'est une mauvaise journée. Pourtant, je le sens pas forcément comme ça. Mais force est de constater que peut-être que j'ai plus de mal à me concentrer ou des choses comme ça. Mais c'est vraiment l'idée de se dire qu'il y a plein de méthodes, hein, il en propose d'autres, mais de se dire qu'il faut de temps en temps s'astreindre. Aujourd'hui, on s'astreint pas assez. Enfin, c'est un avis que j'ai par rapport à mes expériences passées. Hein. On a du mal à s'astreindre, à se dire ok, il faut que j'organise ma journée. Ok, il faut que je me donne des objectifs. On a tendance à trop vouloir se mettre le nez dans le truc parce qu'on sait qu'on a quelque chose à faire. C'est une appli, etc. On sait ce qu'on a à faire et on le fait sans essayer de prendre 5 minutes de se dire ok, comment est-ce que je fais, etc. Et comment je me démerde. Il y a tout un truc qui est aussi sympa. Alors moi, ça fait réfléchir. Je l'ai trouvé un peu moins sympa. C'est la partie, tout ce qui est sur la partie un peu esprit, la charge mentale, la gestion du burn-out, etc. Il y a un truc qui est sympa de surexpliquer ce que c'est qu'un manager ou une personne qui est nocive, d'essayer de s'en rendre compte. On n'a pas forcément des gens tous autour de nous qui vont nous dire ouais, là aujourd'hui t'es pas cool, tu te sens, t'es un peu énervé ou des choses comme ça. Et c'est bien d'avoir quelques indicateurs qui vont te dire comment essayer de trouver une personne nocive, que faire avec, etc., etc. Donc il y a toute une partie un peu plus sur la spiritualité du truc, de se dire et savoir s'écouter en fait. Savoir s'écouter et pas savoir s'écouter que le soir quand tu rentres.
savoir s'écouter pendant tes journées et savoir avoir un retour dessus. Donc voilà un peu, je ne vais pas tout détailler parce qu'en fait, mine de rien, il approche vraiment énormément de sujets, énormément de choses. Il est surface beaucoup, mais ce qui est bien, c'est les actions qu'il y a. Par exemple, il va vous dire, si vous voulez avancer dans votre carrière, donnez-vous un objectif annuel, un objectif tous les trimestres et si possible, un objectif tous les mois. Vous pouvez descendre plus bas, mais déjà, il va vous dire que ça, c'est pas mal. Etc., etc. C'est un très bon bouquin, mais du coup, par contre, il y a peut-être certaines parties où, bon, en fonction de la maturité que vous avez ou que vous pensez avoir, il y a peut-être certaines parties qui pourront dire on se fait chier, quoi. Là, tel que tu le présentes, en fait, moi, il y a un truc qui me gêne un peu de prime abord sur le côté vous êtes un produit et essayez de vous adapter, etc. Mais je pense que c'est une différence d'approche et c'est une différence d'objectif de base. Moi, mon but dans la vie, c'est de m'amuser et de passer des journées cool. Donc le côté va chercher la techno, le truc vendeur, le poste sur lequel tu négocieras le mieux, ça m'intéresse pas du tout parce que ce poste c'est peut-être pas un truc qui m'amuse, c'est peut-être pas un truc qui m'éclate. Et donc je cherche pas ça, tu vois, dans mes journées je vais beaucoup plus chercher à faire des choses qui m'intéressent qu'à faire des choses qui me feront gagner plus d'argent. Ouais, ben ça en fait il le sort dans la partie, en fait c'est la partie construire sa startup en fait. Et en gros, donc c'est la partie carrière. En gros, il y a la carrière qui sont plutôt quand tu es dans une société, et il y a la partie de construire. En gros, c'est la partie freelance. Et il disait qu'en gros, pour réussir en tant que freelance entre guillemets, il faut savoir comprendre ce que tu dois vendre, en fait, ce que tu dois émettre pour ton client il comprenne ce que tu es entre guillemets. Donc, il le précise, hein, c'est un côté un peu, il aime bien chercher entre guillemets, mais ce qu'il veut dire par là, c'est qu'à un moment donné, il faut que tu connaisses aussi tes forces et tes faiblesses pour savoir sur quoi tu dois appuyer et comment tu dois aller chercher les choses. Alors effectivement, quand tu es dans une entreprise, surtout si elle te plaît, c'est quelque chose que tu vas pas du tout voir. Par contre, tu vas pouvoir avoir aussi des sociétés, et ça, pour le coup, c'est quelque chose que moi, j'ai très bien vu, c'est que tu as des sociétés, en fait, qui vont, entre guillemets, ne pas être forcément bénéfiques sur la longueur parce qu'elle va t'enfermer. Et surtout, si tu ne le verras sans doute pas d'ailleurs, elle va t'enfermer et elle va, entre guillemets, t'empêcher, par exemple, que quand on a marre, de pouvoir changer parce que, en gros, ben, tu t'es malheureusement laissé faire, entre guillemets, parce que sur pas mal de temps ou parce que tu avais une équipe cool, et ben du coup, tu t'es laissé, entre guillemets, un peu avoir. Typiquement, moi, je prends le cas d'un célèbre manufacturier qui a énormément de choses qui sont ultra spécifiques. Et du coup, si tu restes que sur des choses qui sont pas vraiment du code, mais qui sont ultra spécifiques, au final, si un jour tu as envie de changer, à revaloriser ça, c'est très très compliqué, surtout si tu l'as laissé faire 20 ans. Donc en fait, c'est vraiment histoire de dire, bah, si tu veux t'amuser, bah, sois conscient de comment est-ce que tu fais pour t'amuser, sois conscient de où est-ce que tu veux aller, mais tu peux dire au final que c'est pas d'être free, c'est pas d'être indépendant, ça peut être juste d'être sur des sujets qui sont cool. Mais si tu as vraiment envie de découvrir des choses, de potentiellement, ben, tu vois, typiquement, moi, je prends mon cas, aujourd'hui, je refais de la data IA et je trouve ça ultra cool, quoi. Et j'ai, entre guillemets aussi, ça m'a permis de sauter le pas, de dire, bah, ok, bah, tiens, qu'est-ce que je peux vendre aujourd'hui? Comment je me place? Est-ce que mes clients, il n'y a que ça qui pourrait les intéresser? Est-ce que ça ne me botterait pas aussi de faire autre chose? Typiquement, me dire, bah, aujourd'hui, tiens, qu'est-ce qui marche bien sur le marché? Bah, il y a tout un tas de choses sur la data. Est-ce que c'est pas quelque chose que finalement j'aimerais faire? Et du coup, je me suis dit, bah, tiens, bah, finalement, je vais y regarder. Et au final, c'est quelque chose que j'adore, qui est ultra puissant. Et au final, peut-être que si je m'étais pas un peu remis en question, peut-être que si j'avais pas regardé, peut-être qu'aujourd'hui, je continuerais à faire du .NET, du C#, et je trouverais ça génial, hein, et j'en fais encore à côté, quoi. Mais peut-être que j'aurais pas aussi sauté le pas pour me dire, bah, tiens, je vais essayer d'aller voir quand même s'il y a pas autre chose un peu cool à faire. Mais il y a un côté un peu provoque que je te l'accorde volontiers sur cette partie Human as a Service, quoi. Ok, du coup je t'ai coupé avec les questions au milieu, est-ce que tu as d'autres choses à nous dire ou est-ce que je reprends des questions? Non, globalement, je pense que j'ai peut-être dépassé mes 10 minutes là en Non, plus. on n'est pas à ça près. J'ai pas regardé. Ok, donc attends, on a différentes choses. Donc Star Nayate qui nous demande est-ce que Node.js est vendeur? Parce qu'il est en train de l'apprendre. Ou elle est en train de l'apprendre, pardon. Est-ce que Node.js est vendeur? Bah, si tu me demandes à moi, je te dirais oui, sans doute. Attends, après, ça dépend. Typiquement, sur le bouquin, on t'explique qu'il y a toute une partie qui est liée à ta géographie.
Donc, où tu es prêt à aller, où tu es. Typiquement, par exemple, si je prends mon cas, si je veux rester sur un bassin clermontois, Node.js, ce sera compliqué. Parce que je connais à peu près le bassin clermontois, et le bassin clermontois fait qu'aujourd'hui, ce n'est pas the techno. Mais par exemple, tu as des très grands groupes qui sont dessus, et ben, il faut savoir faire un état de aussi la cible. Typiquement, est-ce que tu veux espérer plutôt une petite société, une moyenne société, une très grosse société, de te renseigner. Tu vois, tu vas à des meet-up, etc. Typiquement, à des jugs, à des mugs, etc. Ils te diront, bah voilà, nous, on travaille plutôt pour ces sociétés-là et se renseigner un peu sur le bassin. Il y a un truc qui est important, je ne l'ai pas précisé d'ailleurs dans le bouquin, un truc qui est super et que j'ai tendance à toujours en parler, c'est le côté mentoring. Il y a toute une partie sur trouver votre Yoda et être le Yoda de quelqu'un. De se dire qu'à un moment donné, il faut toujours transmettre et il faut toujours avoir quelqu'un sur qui tu peux essayer de te dire, voilà, lui, c'est quelqu'un ultra costaud et j'ai envie de m'avancer. Moi, typiquement, j'ai la préface du bouquin, elle est faite par Scott Hanselman. Scott Hanselman, pour moi, c'est un très, très, très grand monsieur qui partage beaucoup, qui est très, très bon technicien et qui arrive à passer une flamme de vas-y, fais de l'informatique, tu vas voir, c'est génial, quoi. Et pour Node, du coup, c'est environnemental, c'est contextuel, ça dépend de la situation, de la ville où tu te trouves, du pays, est-ce que tu as de la mobilité, etc., etc. Mais c'est un bon choix comme un autre. Moi, honnêtement, hein, mon avis perso qui n'engage que moi, c'est que apprendre des méthodologies, ça t'aidera et ça te suivra toujours. C'est beaucoup plus difficile que d'apprendre des technologies. Mais apprendre des méthodologies, ça te lâchera pas. Et du coup, après, la techno devient... c'est beaucoup plus facile de changer. Ouais, ça a une importance. À Clermont, c'est encore plus vrai qu'à Lyon. Donc j'ai bossé, moi, j'ai vécu 10 ans à Clermont, donc je connais un tout petit peu. C'est plus ta ville est grande, moins la techno a d'importance, je dirais. C'est con, hein, mais à Lyon, on a plus de choses. Et j'imagine qu'à Paris ou à New York, c'est encore des niveaux au-dessus, mais les méthodos te lâcheront pas. Apprends le TDD, ça te lâchera pas, quelle que soit la techno, quoi que tu as envie de faire en tant que débutant. Le problème, c'est que les ressources pour le TDD sont plus rares. Les réussites mettent plus longtemps à arriver. C'est plus dur, mais la récompense, c'est d'autant plus grande. Enfin, c'est mon avis. Plus ça. Ok. Alors attends, est-ce qu'on a... donc Gauthier qui nous demande comment tu te valorises sur une techno que tu es en train d'apprendre. Alors ça, c'est un peu compliqué. Ça va dépendre surtout de comment l'approche que tu souhaites avoir. Moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment le côté, si vraiment je dois apprendre, moi, c'est un portfolio en gros. C'est vraiment si tu es en train d'apprendre, fais des réals, fais des petits sites que tu peux montrer pour montrer un peu. Il y a un côté quand même, c'est con, hein, mais tu as un côté quali de si tu peux montrer une version, un site propre. Du coup, c'est un peu bête, mais en gros, on voit pas l'iceberg, mais n'empêche, si c'est vachement beau devant, on a tendance à se dire, ça doit pas être si mal derrière, quoi. Ouais. Donc sur des technos qui s'y prêtent, j'ai tendance à me dire, si je sens que je suis un peu léger et que si vraiment je cherche à le valoriser, je vais me dire, tiens, regardez ça, c'est quelque chose que j'ai fait. Ils regarderont, ils se diront, tiens, ça a l'air propre, et tu auras plus de chances qu'en disant juste, alors, j'apprends, ça va, quoi. Après Gauthier, je sais pas trop comment ça se passe les sites en Haskell, mais voilà. C'est ça, Gauthier, développeur Haskell. Haskell, c'est comme dire je fais du VMS, hein, vous le mettez dessus, peu importe le niveau, on vous prend. Hein. Ok, donc Starnayat, est-ce que vous 5 vous pouvez faire un clash code sur Codygame? Non, déjà pas 5 parce que moi personnellement ça ne m'intéresse absolument pas de faire ces trucs d'algorithmie. Donc ce sera pas 5. Et un clash, je suis contre toute forme de compétition. Le nom suffisait. Hein. Ah ok. Mais voilà. Et je suis aussi contre toute forme de compétition. Donc non. Pour moi. Tu fais pas du Idriss, Gauthier, ok, ouais, bon, ça troll, j'avais pas vu. Est-ce que on a d'autres choses, donc ça se troll gentiment dans le chat. En tout cas, moi, je rebondis en attendant qu'on ait des questions sur le fait que je suis d'accord sur les méthodos, mais en même temps, j'ai presque envie de dire le plus important, c'est pas TDD ou pas TDD,
C'est plus, est-ce que tu es quelqu'un d'agréable avec qui travailler ou pas? Et je pense que voilà, je pense que ça commence d'abord là, quoi. Ouais, mais moi, comme je suis insupportable au quotidien, Voilà, tu te rattrapes avec d'autres trucs. ouais, je vais essayer de rattraper sur d'autres trucs, tu sais, on se refait pas, il paraît. Non, moi je trouve que c'est important et si on rejoint, alors je sais pas s'ils en parlent dans le bouquin, mais je sais que dans les bouquins de management, je sais qu'ils parlent pas mal aussi de, enfin, le manager, c'est typiquement une personne qui est là pour ça, théoriquement, c'est-à-dire faire des retours sur votre carrière. Moi, je sais que au tout début du bouquin de Camille Fournier, je crois qu'elle explique que en tant que manager, c'est son rôle de connaître les aspirations de ses collaborateurs pour pouvoir mieux les guider ensuite. Donc, alors en France, c'est plus difficile parce que du coup, vous êtes tout seul, vous pouvez pas, enfin, vous n'avez pas de manager, mais quand vous êtes dans une boîte, enfin, moi, je pense qu'il faut vraiment pas hésiter à demander à son manager de le guider, quoi. C'est son rôle et voilà, quoi, il est là pour ça, donc il faut vraiment pas. Alors typiquement dans le bouquin, il y a toute une partie en fait qui est sur la partie relationship, donc la relation avec les autres. Et effectivement, il y a une partie typiquement, on parle aussi sur le recrutement pour la question. Il y a des recrutements où en fait tu vas avoir la chance de le passer avec ton équipe cible entre guillemets. Donc le côté d'être quelqu'un d'avenant, de quelqu'un qui va pouvoir facilement discuter, qui va être un peu plus facilement accessible, pas trop fermé, etc. Ça c'est quelque chose en fait qui peut se travailler. Typiquement par exemple, il parle des grands classiques, de se dire bah tiens, je vais aller présenter un livre dans un meet-up, je vais aller faire une présentation de quelque chose que je connais, je vais faire une présentation dans mon entreprise, je vais faire une présentation à un client, exprimer quelque chose que je sais faire, etc. Donc il y a toute une partie, c'est vrai, sur tout ce qui est relation et qui est un vrai travail et qui est, entre guillemets, à traiter en fonction de potentiellement certaines approches qu'on peut avoir. La partie conflictuelle, il en parle aussi de comment gérer le conflit. Ok. Alors, est-ce qu'on a d'autres choses? Ok, tac, 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 j'essaie de faire le tri. J'ai pas l'impression qu'on ait d'autres questions sur le chat. Est-ce que vous avez d'autres questions en direct? On est bon? Donc du coup, il est venu le temps de faire les annonces, d'annoncer les moult pléthores prochains événements que nous avons planifiés. Tous, puisque cette soirée clôture la saison d'événements des Crafters Lyon. On se retrouvera en septembre. Donc on a fait un événement par semaine depuis le début du confinement en online. Aujourd'hui, en septembre, on ne sait pas comment on va se retrouver. Est-ce qu'on repart sur 3 événements par mois comme on faisait avant le confinement en physique? Est-ce qu'on fait un mix? Est-ce que plein de choses qui vont se passer et plein de décisions qui feront que ça dépend pas que de nous? Nous, on va se rassembler pendant l'été et décider de ça. Et puis on communiquera, il y aura sûrement un CR sur notre site. Quelqu'un peut remettre le lien. Parce qu'on a un site. Où on expliquera les décisions qui ont été prises. Voilà, donc on se retrouve. Si vous voulez y participer d'ailleurs, si vous voulez participer à l'organisation, n'hésitez pas aussi à nous contacter, vous inviter, quoi. C'est pas du tout, c'est pas un club privé, c'est bien au contraire, si jamais vous voulez participer. Du coup, on peut peut-être expliquer ce que ça implique. En gros, il y a 4 rôles chaque mois. Chaque mois, chaque membre de l'organisation remplit un des rôles, sachant qu'aujourd'hui on est 7, donc on fait pas un truc tous les mois. Et dans les rôles, il y a coordinateur, celui qui s'occupe que les 3 autres fassent des choses. Lui, normalement, il s'en sort bien. Accueil et salle, donc en mode online, c'est ce que je fais, c'est l'accueil, les outils, le streaming. Et sinon, c'est trouver les salles. Il y a le rôle sur les sujets, donc trouver les sujets, les speakers, organiser ça. Et il y a le rôle sur le planning, donc faire les votes et trouver les dates qui vont bien. Voilà. Donc si ça vous intéresse, si vous voulez nous rejoindre, si vous voulez nous aider, on est sympa, presque tout. J'ai rejoint l'Orga il n'y a pas très longtemps, donc on peut plus dire ça maintenant. Ouais, je vous recontacterai, je vous poserai la question, mais ça m'intéresse.
Eh ben, avec grand plaisir, Mathieu, bien sûr. Bon, tu sais où me trouver assez facilement. Oui, ça va. Donc, voilà. Rôti. Ouais, Roti. Donc, Return on Time Invested, une note de 0 à 5 dans le chat. Notre chaîne n'étant toujours pas affiliate parce qu'on stream pas assez, on n'a pas les votes Twitch. Donc, je vais vous demander d'écrire votre note. 0, vous avez vraiment perdu votre soirée. C'est très bizarre sur Twitch, coupez Twitch. Et 5, vous avez vraiment passé une soirée super cool. Et nous, comme on est en visio, on va pouvoir voter. Je vous laisse mettre votre note. Et nous, 3, 2, 1. 4, 4, 5, ok. Je pense qu'on peut remettre je remets moi ma note dans le chat. Est-ce que vous pouvez faire pareil? Parce que comme ça, on a juste à faire un copier-coller, nous, pour le CR. C'est plutôt pratique. J'ai plus le Twitch. Ah, triste. Bon, c'est pas très grave. Eh ben écoutez, si on n'a rien d'autre à se dire, on vous souhaite de bonnes vacances. Codez bien. Et puis ben nous, on se retrouve en septembre. On sait pas trop encore sous quel format. À plus. Ciao.